Monsieur Nouridine Saka Saleh, comment vous allez? Très bien, grand frère, très 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 bien. Merci de m'accepter sur ton live. Je te Ah, merci suis beaucoup. beaucoup, toi et tous Ah, ceux ok. qui interviennent. Je suis un fidèle auditeur de tous les lives. Quand je les rate en live, je les rattrape sur YouTube. Donc vraiment, Wenka Sonru, comme tu as vécu chez moi à Gorgounou, Oui, merci tu beaucoup. Je comprends commence ce que à ça veut oublier mes dire. mots, hein. Eh oui. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Merci, merci, merci. J'aime beaucoup le live que tu es en train de faire actuellement. J'ai commencé à sourire un peu quand j'ai vu le durcissement des mesures, notamment le revers que je vais appeler diplomatique par rapport aux pays dans lesquels les visas ne peuvent plus être demandés, les pays dans lesquels il faut maintenant se déplacer, par exemple du Bénin pour aller au Togo pour demander son visa. J'ai souri un peu parce que j'ai vu que beaucoup de gens s'offusquaient, mais la majorité de ceux qui s'en offusquent, c'est ceux qui, à la limite, n'iront jamais là-bas. Même si les conditions étaient basiques, même si les conditions étaient complètement lissées, ces personnes-là n'iraient jamais là-bas. Parce que peut-être que nous voyons les États-Unis non pas comme des projets d'accomplissement personnel, mais plutôt comme des projets de fuite. On veut aller aux États-Unis parce que bon, c'est mieux que dans nos pays, c'est mieux que dans le continent africain. Est-ce que tu as remarqué, Jules, que les pays de l'AES n'ont pas été frappés par la question des durcissements des mesures? J'ai vu une carte tout à l'heure, le Burkina, le Niger, le Mali. Les mesures n'ont pas été durcies. Peut-être que c'est une carte qui est trompeuse hein, ou que c'est une fake news. J'ai remarqué que ces trois pays-là n'ont pas été concernés par la question du durcissement des mesures. Le Ghana non plus. Le Ghana non plus en Afrique. Alors, ce que je veux dire, le péril migratoire par rapport aux États-Unis, ce n'est pas les pays africains qui sont les premiers risques migratoires. Parce que aucun de nos pays africains n'a la capacité, comparativement aux pays européens, là, que nos citoyens se retrouvent aux États-Unis entre griffes dans des conditions plus faciles, aussi faciles, entre griffes, hein, quand je dis aussi facile, c'est-à-dire la proximité géographique. Pour être immigrant illégal aux États-Unis, il faut y être entré légalement quand vous venez d'un pays d'Afrique. Le péril migratoire aux États-Unis, c'est beaucoup plus les pays, euh, euh, comment on les appelle, les Un pays Spanish, latinos. latino, Merci, oui. c'est les latinos. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, hein, j'ai vécu à Chicago, je suis même allé là-bas en school exchange et tout, et j'ai vu que, je veux dire personnellement, les États-Unis ont donné la chance migratoire pendant très longtemps. Je ne connais pas un autre pays au monde qui ait fait les diversity lottery visa. Je n'en connais pas. Ok, ils ont fait ça pendant très longtemps. Je ne sais pas si ça continue, mais il y a une époque où je suivais un peu ce qui se faisait. Il y a beaucoup de Togolais, de Béninois qui participaient. Et les États-Unis, on ne peut pas leur jeter la pierre aujourd'hui. On ne peut pas leur jeter la pierre. Regardez hier ou avant-hier, quand il y a eu un afflux massif de Marocains à l'île de Ceuta, regardez le discours de Emmanuel Macron et de Giorgia Meloni, l'italienne, qui menaçait de fermer en fait Schengen à l'Espagne à cause du risque migratoire. Donc, je veux dire, aujourd'hui, si vous devez aller aux États-Unis, le billet d'avion coûte combien? Ça fait un moment que j'y suis allé. Si vous devez partir de Cotonou pour les États-Unis, le billet d'avion ne va pas vous coûter moins de 2000 ou 3000 dollars. En temps normal, il va vous coûter dans ces eaux-là. Quelqu'un qui va aux États-Unis pour du tourisme ou pour des affaires, vous ne le verrez pas chipoter sur ces questions de caution, puisque ce n'est qu'une caution. Si vous n'allez pas avec de vilaines intentions, pourquoi vous aurez peur de perdre votre argent? C'est une caution, c'est pas que vous allez déposer et ne plus reprendre. Vous acceptez donc les conditions de dépôt de la caution. Si vous commencez à chipoter, ça veut dire que peut-être que vous aviez l'intention de rester ou que vous avez l'intention de caler là-bas. Sinon, moi je vois pas. Quand on dit que c'est une caution, vous déposez la caution et quand vous avez fini ce pourquoi vous êtes parti là-bas, vous récupérez votre caution. C'est pas les États-Unis qui vont vous garder vos 20 000 dollars et puisque chez eux, il y a un record. Dès que vous allez, quel que soit ce que vous faites là-bas, c'est noté quelque part.
C'est un État très, très, très documenté. Tout est noté quelque part. Si vous avez acheté de l'essence sans payer quelque part, il y a forcément une caméra qui vous a filmé ou bien tout est inscrit dans votre record là-bas. Une fois que vous êtes là-bas, les conditions des années 90, 2000 ne sont pas celles d'aujourd'hui. Après le September 11, les conditions d'immigration avaient déjà été durcies. Et au fil des années, les conditions sont durcies. Quelqu'un qui va aux États-Unis aujourd'hui ou qui a envie d'y aller pour les affaires, 20 000 euros, ce n'est pas quelque chose qui peut le freiner dans son envie d'aller aux États-Unis pour y faire du business. Donc, il faut sortir ces catégories-là. Ceux qui vont pour du tourisme, c'est qu'ils ont suffisamment de moyens, suffisamment de ressources, d'abord pour les dépenses. Je parlais tout à l'heure du billet d'avion, qui est déjà autour du 10e au moins, des 20 000 qui sont demandés. Donc, le séjour là-bas, chez qui vous allez habiter, qui vous a envoyé la lettre d'invitation, qui est-ce qui vous parraine, où est-ce que vous allez loger là-bas, où est-ce que ci, où est-ce que ça. Donc, pour ceux qui vont pour du tourisme, ça veut dire qu'il y a déjà une situation sociale dans le pays de départ qui n'amène pas à immigrer là-bas pour aller caler. Ceux qui vont pour du business encore plus facilement, ils ne vont pas aux États-Unis. Je ne connais personne qui va aux États-Unis pour un business de moins de 20 000 $. Je n'en connais pas. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui font du business avec les États-Unis sans quitter leur salon et qui gagnent plus de 20 000 $, c'est-à-dire par an. Je ne connais pas beaucoup de gens qui vont aller et avoir peur de perdre 20 000 $. Je n'en connais pas. Donc, il faut se regarder dans les yeux et se dire les choses telles qu'elles sont. Si on veut aller dans le pays d'autrui pour caler là-bas, est-ce que nous y allons avec toutes les chances d'y vivre décemment? Ça, c'est la première question. Nous, les Africains, ne sommes pas le péril le plus grand en matière migratoire pour les États-Unis parce que l'Afrique n'a aucune frontière proche avec les États-Unis. Aucune. Sauf à être un très bon nageur et traverser, entrer par l'Amérique latine, remonter les piranhas, les crocodiles, les alligators, les anacondas et tout ça, pour toucher les États-Unis. Les Africains ne sont pas un péril. C'est par contre ceux que les Américains ont autorisés à entrer légalement sur leur territoire qui deviennent peut-être des risques. Je ne suis pas en train de négliger la dureté de la vie des gens, les conditions difficiles dans nos pays, mais crier haro sur le baudet, sur les mesures migratoires que Trump prend pour limiter l'immigration illégale, c'est un peu comme si on était en train de faire du bruit pour rien. Parce que ceux qui veulent y aller, ils vont y aller. C'est juste des conditions de caution. À la limite, j'ai envie de dire, c'est juste de l'argent qui est séquestré quelque part. Et si vous respectez les conditions dans lesquelles vous êtes allé, l'argent il vous est restitué. Maintenant, si vous ne respectez pas, c'est que vous êtes peut-être dans une optique derrière d'aller caler là-bas et dans ce sens-là, acceptez donc de perdre les 20 000 euros. Puisque si vous estimez que vous allez vivre là-bas en clandestinité et autres, ben, je ne sais pas si vous mesurez suffisamment bien le risque auquel vous vous exposez là-bas avec tout ce qu'on voit. Rien n'est fait au hasard, hein. Les mesures musclées que ICE prend un peu partout, vous voyez la manière dont ils viennent enfoncer les portes des gens et tout ça. Si malgré ça, il y en a qui décident de se lever, d'aller dans des conditions d'immigration illégale dans ce pays, c'est que vraiment, il ne faut même pas se plaindre pour ces personnes. C'est qu'elles ont décidé en bonne connaissance de cause d'y aller. Donc, je veux dire, la plupart de ceux que je vois critiquer, c'est peut-être des gens qui savent que, à la limite, jamais ils ne vont y mettre les pieds de ces manières-là, ou qu'ils ont envie d'y aller d'autres moyens. Je ne sais pas si la loterie, la green card là continue, mais je ne connais pas un autre pays qui ait fait ça. Je ne suis pas pro-américain, je n'ai jamais voulu y vivre, j'y ai vécu quelques années, j'ai trouvé ça trop loin. Je suis pas très à l'aise quand je suis trop loin du continent africain. Parce que j'estime que c'est chez nous que tout est à faire, tout est à construire, malgré ce que nous traversons, malgré les péripéties, malgré l'intolérance qui fait rage dans nos pays et tout ça. Et je trouve que c'est chez nous que c'est mieux. C'est chez nous qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai pas voulu rester aux États-Unis. J'y ai passé quelque temps, ça m'a pas trop intéressé. Ça m'a pas trop séduit là-bas. Donc, je me dis, quelqu'un qui a les moyens d'y aller, c'est qu'il va vraiment pour des bonnes choses. C'est qu'il va
pour quelque chose d'utile pour lui-même et d'utile pour la communauté ou bien pour d'autres personnes. Ceux qui veulent aller aux États-Unis, 20 000 dollars ne va jamais les freiner. Vous ne les verrez jamais se plaindre pour ça. Vous ne les verrez jamais. Le seul côté qui m'a un peu entre griffes frustré, c'est que ça peut paraître en fait comme un revers diplomatique, la redistribution de la carte consulaire des États-Unis. Parce qu'il y a des pays qui seront obligés maintenant, les citoyens de ces pays-là, qui seront obligés de se déporter vers d'autres pays pour aller faire des demandes de visa. Alors qu'avec la digitalisation aujourd'hui, à la limite, c'est des choses qui devraient être très facilitées. Ça devrait être plutôt facilité. Aujourd'hui, si j'ai envie d'aller aux États-Unis, je dois quitter Cotonou pour aller au moins à Lomé. Sinon, je sais même pas si je peux le faire à Lagos ou à Accra. Sinon, c'est au moins à Lomé et j'irai là-bas forcément pour faire la demande de visa. Alors que aujourd'hui, on ne peut pas dire que les relations entre le Bénin et les États-Unis ne sont pas bonnes. C'est plutôt, j'ai vu qu'il y a eu des dons assez récemment, matériel, équipement militaire, assistance technique et coopération. Donc c'est ce petit côté-là, moi, qui m'a gêné. Mais il faut quand même reconnaître aux États-Unis que ils ont le droit de prendre les mesures migratoires qu'ils ont envie de prendre. Et si nous commençons à rouspéter, c'est que nous sommes en train de donner l'impression que nous sommes intéressés par les différentes mesures de contournement des mesures migratoires pour aller caler dans le pays d'autrui. Voilà. C'était la petite contribution que je voulais apporter et dire, bon, nos pays sont comme ils sont, mais bon, on y vit, hein. On y vit, j'en connais qui tirent leur épingle du jeu sans jamais avoir pris un visa pour aller dans quelque pays que ce soit. Donc, il y a toujours moyen de se faire sa petite place dans nos pays. Si le Bénin est trop difficile, j'en connais beaucoup qui se sont levés, qui sont allés à Abidjan plus facilement que ceux qui viennent s'installer au Bénin. Il y en a qui sont au Togo, il y en a qui sont au Nigeria, il y en a qui sont au Ghana. Notre continent est plutôt grand et avec beaucoup d'opportunités. Et à un moment donné, vous verrez, ce n'est même pas par nécessité que vous irez aux États-Unis, ce n'est même pas par contrainte ou par fuite, c'est peut-être le développement de ce que vous êtes, le développement de vos activités qui vous amènera naturellement à vous retrouver là-bas sans avoir à chipoter sur la question des 20 000 dollars ou de combien de milliers de dollars. Mais comme on aime bien dire au Bénin, on est souverain, on fait ce qu'on veut, on contracte avec qui on veut. Acceptons aussi que Trump soit souverain et soit en mesure de prendre les mesures qui lui sont loisibles et qui lui sont surtout utiles d'après lui pour sauvegarder l'emploi, la sécurité sur son territoire et tout ce qui reste. Merci Jules, merci beaucoup cher aîné pour tout ce que tu fais et je passerai de temps en temps pour papoter un peu dès que je pourrai, ok? Merci beaucoup, Noureddine, d'être passé par ici. C'est un an qu'on n'avait pas perçu que quelqu'un qui va effectivement aux États-Unis pour les affaires ne va pas nous dire qu'il n'a pas 20 000 dollars déposés comme caution. La même chose aussi, si tu vas là-bas pour le tourisme, c'est sûr que tu as les moyens. Sinon, la personne qui t'a invité doit avoir des moyens pour t'accueillir, pour faire ce dépôt-là symbolique. Ok, merci beaucoup. Peut-être il y a quelqu'un qui avait une motion. Monsieur Wallace, oui, allez-y. Merci beaucoup, Biafrica. Je vais rapidement parler des Sam. D'abord, je remercie beaucoup l'intervention de Noureddine Osaka Saleh parce qu'il a réellement dit de très bonnes choses que nos frères doivent pouvoir comprendre. Et moi, je connais des gens qui viennent ici aux États-Unis dans un mois, 2 à 3 fois pour les affaires. Qui viennent dans ce pays ici 2 à 3 fois dans un mois pour les affaires. Donc ça veut dire quoi? Si tu viens ici dans l'intention, et je parle en connaissance de cause, je veux que mes frères qui nous écoutent plus en plus, si vous allez chercher, vous allez vendre vos parcelles pour avoir 20 000 dollars, et pour dans l'intention de venir ici et caler, il faut savoir que lorsque vous calez, non seulement vous perdez l'argent, et la raison, l'idée que vous avez derrière pour caler là, vous n'aurez pas ce que vous êtes venu chercher ici. Je voulais juste mettre l'accent sur ça, mes frères, ils n'ont qu'à comprendre. C'est-à-dire que ceux-là qui vont vendre tout ce qu'ils ont pour chercher les 20 000 dollars, pour venir encore se chercher ici, là. Non seulement tu viens, tu es calé, l'argent là, tu l'as perdu. Et la raison pour laquelle tu es calé là, tu n'auras pas ça parce que tout est dans un système. Donc je veux que nos frères comprennent que tout est en train de changer maintenant et on doit pouvoir aussi s'adapter. Et c'est pas maintenant ça a commencé. Il a su bien dire, c'est depuis 2011 que c'est devenu de plus en plus compliqué après les attentats de septembre.
Merci beaucoup, Bria Africa. Je serai en bas pour... C'est un débat qui m'intéresse, moi, parce que souvent, quand tu parles avec nos frères et tu leur expliques, ils disent souvent que lorsque, comme toi, tu es déjà là, tu ne veux pas qu'eux viennent, alors que avec le temps que toi, tu as fait, l'expérience que tu as accumulée, quand tu vas actuellement en Afrique, tu regardes un peu, tu te dis, mais si avant j'avais eu ça, là, j'allais pas venir ici. Le mois de mars, par exemple, le mois de mai, moi, je l'ai passé en Afrique, dans la plupart des pays de la sous-région, le Bénin, et Ghana, Togo, tout ça. Mais j'ai vu qu'il y a tellement de potentiel chez nous. Mais en ce moment, nous, on n'avait pas ces moyens, on n'avait pas le choix. On a regardé devant, on a regardé derrière, on a dit, bon, allons nous chercher. Dieu a fait grâce, on s'est retrouvés. Mais ce n'est pas pour ça qu'on va vouloir conseiller les gens sur un mauvais pas. Merci beaucoup, Biafrica. Je vais m'arrêter. Merci. Noureddin parlait aussi du niveau de traçabilité là-bas aux États-Unis. Quand tu entres, tu laisses des traces partout. Tu entres déjà avec ton I-94 qu'on te laisse. Le jour que tu remets ça montre que au système que tu es effectivement sorti du pays. Sinon, les gens savent que tu es toujours en situation irrégulière sur le territoire américain. Ok, Monsieur Tayo, à tout moment, si vous êtes prêt, mettez en commentaire. Sinon, oui, je peux prendre la parole. Allez-y maintenant si vous êtes prêt, oui. Alors, merci beaucoup. Vous savez, cette question d'immigration, elle n'est pas que aux États-Unis, c'est aussi en France, dans les pays européens. C'est vrai que les pays européens n'ont pas durci comme la France, comme les États-Unis. Aujourd'hui, vous voyez au niveau de la France aussi qui essaye de durcir également les conditions des étudiants, notamment des étudiants africains qui viennent étudier ici en France. Ils essayent aujourd'hui de mettre en place un dispositif comme Trump l'a mis de caution et ils ont déjà augmenté le revenu nécessaire pour pouvoir immigrer. En fait, toute cette politique, ça rentre dans une seule logique, la logique de limiter le déplacement, dans la logique de limiter en fait l'immigration des pays africains vers l'Europe. Et vous allez comprendre que au niveau des pays africains, la jeunesse aujourd'hui ne respire que par le voyage. En fait, quand vous voyez quelqu'un aujourd'hui, il est capable de commencer un business en Afrique, d'atteindre un certain niveau, de tout bazarder pour, ne serait-ce que pour voyager, pour aller en Europe ou en Occident. Parce que dans le mental de l'Africain, dans le mental des jeunes Africains aujourd'hui, c'est le déplacement, c'est le voyage vers l'Occident qui constitue la réussite. Quand bien même ils sont des gens qui viennent généralement et qui ont beaucoup de difficultés à s'en sortir, le plus important pour eux, c'est de se déplacer. Et quand bien même vous discutez avec ces gens, comme l'a dit mon prédécesseur, et que vous expliquez que franchement, aujourd'hui, ce n'est plus la même chose, ces gens ne veulent pas vous écouter. Dans leur logique, c'est que vous y êtes et vous ne voulez pas donner assez ou vous ne voulez pas permettre aux autres de venir. Et je crois que cette mesure a été mise en place pour limiter l'immigration parce que beaucoup de gens, sous prétexte de visite, moi j'en ai connu des amis qui ont proposé ou qui proposent à d'autres personnes cette forme d'immigration, c'est-à-dire que on t'aide à trouver un business ou on t'aide à trouver un prétexte pour pouvoir avoir un visa d'une semaine ou de 2 semaines ou 2 mois aux États-Unis. Et dès que vous arrivez là-bas, vous calez et vous ne revenez plus. Donc, en fait, au départ, celui qui voyageait sait déjà qu'il n'a plus envie de revenir. Mais pourtant, il fait croire qu'il revenait et il prend toutes les mesures pour y aller. Donc, à un moment donné, les autorités, en fait, ils ont dû constater que c'est un phénomène. Ça permet l'immigration, ça facilite l'immigration. Donc, ils mettent des mesures pour limiter cela et pour permettre aussi à avoir une immigration, comme ils le disent, de qualité. Parce que aujourd'hui, quand vous avez jusqu'à $20,000 pour pouvoir mettre en caution pour partir aux États-Unis, ça veut dire que vous avez un certain niveau de vie. Vous voyez. Donc, ça serait pas, comme le disait Emmanuel Macron la dernière fois, l'Europe ne va pas accueillir toute la misère du monde. Donc, pour éviter d'accueillir toute la misère du monde, en fait, ils mettent des mesures pour pouvoir empêcher ceux qui n'ont pas le minimum de venir. Donc, si vous avez $20,000 pour mettre en caution, c'est que vous avez un certain niveau de vie et que si vous voulez pas perdre vos $20,000, soit vous rentrez chez vous, mais vous décidez en toute âme et conscience que vous voulez caler ou rester aux États-Unis,
Donc, vous prenez le risque de perdre vos 20 000 dollars et vous prenez deux risques dans ce cas. Vous prenez le risque de perdre vos 20 000 dollars, mais vous prenez également le risque de ne pas avoir ce que vous êtes allé chercher. Parce qu'aujourd'hui, pour régulariser quelqu'un aux États-Unis, c'est vraiment un parcours de combattant. Il y en a qui ont des enfants aux États-Unis, qui ont été déportés, qui ont été rapatriés et laissés des enfants aux États-Unis. On a eu des phénomènes de séparation de familles où les enfants étaient américains, sont restés, et les parents ont été renvoyés. Donc, les gens, ils essayent de protéger leur pays, ils essayent de protéger avec l'affluence aujourd'hui, ils essayent de protéger leur pays. Ça revient aux pays africains aussi de prendre des mesures nécessaires pour permettre à sa jeunesse de rester sur le territoire. Parce que vous voyez, quand nous prenons par exemple l'électricité, moi je suis en Occident, mais je peux vous dire combien de fois vous avez eu de coupures. Si vous avez une coupure, c'est que votre compteur est sauté et que vous allez remettre et reprendre l'électricité. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui cause problème en Afrique. Comment vous voulez qu'un industriel puisse s'installer dans un pays où l'électricité n'est pas optimale pour lui permettre de fonctionner? Donc ça ne permet pas l'industrialisation. Nous avons aussi la communication, la télécommunication aussi. Nous devons vraiment identifier les points clés qui font qu'aujourd'hui, je discutais avec un ami la dernière fois, je disais que si les conditions dans lesquelles dans lesquelles nous sommes ici en Occident sont déportées en Afrique, 90% des Africains qui sont en Occident rentreront chez eux. Vous voyez? Donc c'est pour ça que je dis, nous les pays africains aussi, on doit commencer par réfléchir véritablement pour mettre en place un certain nombre de dispositifs pour permettre à notre jeunesse de voyager quand ils veulent. Pas par nécessité, mais par envie, par désir, par passion ou juste pour du business. Donc voilà un peu ce que moi je voulais rajouter. Je reste en bas pour suivre le reste du débat. Ok, merci beaucoup. Ok, regard croisé, si vous êtes prêts, vous pouvez prendre la parole. Bon, merci beaucoup pour un sujet on ne peut important que je trouve. Bon, il faut aussi comprendre que nous sommes rentrés dans un monde en plein dégel et nous pouvons le voir de façon très prosaïque. L'immigration va monter et va encore s'accentuer dans les années qui sont encore devant nous, pour plusieurs raisons que nous connaissons aujourd'hui. Si nous faisons de la prospective, nous pouvons rapidement comprendre que plusieurs raisons sont à l'origine de ce mouvement migratoire qui est tellement accentué aujourd'hui, où les États sont obligés de créer des conditions nécessaires pour empêcher un peu le chaos chez eux. Premièrement, on voit très bien que c'est la notion de rareté. La notion de rareté nous frappe, où véritablement nos matières s'épuisent. Ça, c'est très important à souligner cela. Il y a aussi, nous vivons l'anthropocène, c'est-à-dire la montée de l'entropie climatique, le réchauffement climatique qui fait que certaines terres aujourd'hui ne sont plus fertiles, ce qui crée véritablement ce dégel. Et donc la plupart qui sont frappés dans ces zones anthropiques très sévères sont obligés de pouvoir aller vers un territoire qui les accueille. Nous l'avons vu au Maroc il y a de cela 2 jours, qu'il y a eu un déferlement sur l'Espagne. Et bon, aujourd'hui, ce pays est en train de prendre des mesures pour pouvoir lutter contre ce phénomène-là. Nous pouvons aussi voir qu'aux États-Unis aujourd'hui, comme on est dans l'hypersurveillance désormais, les lois sont complètement réglo. Donc aussi, il faut comprendre que les États-Unis actuellement est en guerre et fait tout pour protéger aussi son territoire d'une manière ou d'une autre. Donc tout ce qui rentre, tout ce qui sort aujourd'hui doit être affecté de beaucoup de contrôle, de calculabilité pour savoir réellement. Donc les restrictions sont tellement claires. Ce ne serait pas seulement les États-Unis. Il y a l'Europe aussi qui va être affectée de plus en plus par l'immigration. Je ne sais pas si vous avez lu le rapport de PISA 2020-2025 qui prouve que la plupart, pour ceux qui migrent ou bien qui quittent le continent africain pour l'extérieur, pour l'Europe et les États-Unis, très souvent sont guidés par un départ économique pour changer des conditions de vie. Et aussi, il faut aussi comprendre que le territoire, donc si on prend l'Afrique dans toute sa magnificence, nous voyons très bien aussi la génération de pas mal de conflits. Il y a beaucoup de fragilité au sein de la gouvernance locale.
ce qui crée des petits conflits et qui va encore monter dans les années à venir. Si les conditions actuelles sont maintenues, nous allons vivre davantage réellement ce conflit, donc qui va faire que la plupart de nos populations vont vouloir chercher l'Eldorado. Donc en dehors du dérèglement, il y a ça. Et pour la jeunesse aujourd'hui, il faut comprendre que nous vivons un déferlement inéluctable de l'emploi, comme je le signale souvent, avec la montée de l'IA où l'emploi devient on ne peut plus rare. Donc les jeunes qui chercheront toujours à avoir des gains de productivité, ces gains seront un peu limités sur leur continent, surtout en Afrique où les bifurcations écologiques et technologiques ne sont pas aussi accélérées. On voit très bien que pour pouvoir créer de l'emploi, il faut créer des nouveaux savoirs. Et ces nouveaux savoirs, c'est d'ailleurs le fruit de l'éducation. Et cette éducation n'est pas aussi performante sur le continent afin de pouvoir permettre des protections nécessaires pour avoir des gains de productivité qu'on peut redistribuer. Donc, par ce manquement, nos jeunes vont toujours aller au-delà pour aller voir l'extérieur, pour voir est-ce que le monde est meilleur de l'autre côté. Et comme la récession aussi économique de l'Europe, des États-Unis se voit de façon perceptible, ces pays n'aimeraient plus recevoir véritablement une ribambelle de jeunes sans emploi, sans capacité intellectuelle, et que ça soit une charge énorme sur leur budget. Donc, je pense que les États-Unis, déjà, ces mesures sont très restrictives. Ça permet de passer à la sélection pour savoir si vous avez les moyens avec cette caution. Si vous n'avez pas la caution, on voit en même temps que, vous n'avez pas un niveau social assez élevé. Donc aujourd'hui, c'est une question de sélectivité. Et je crois que la France va aussi emboîter le pas. Les pays de l'Union européenne aussi dans les années à venir. On verra progressivement, certainement dans les années à venir, la prise au pouvoir de l'extrême droite, malheureusement. Donc il va s'accentuer un peu partout en Europe, ce qui peut générer des guerres, des conflits à l'interne, des guerres civiles. Donc, si les tendances actuelles continuent. Donc, il faut s'attendre véritablement à un bouleversement social mondial d'ici 2030-2040. Pendant ce temps, la démographie va monter, surtout sur le continent africain. Nous allons atteindre 2 milliards d'habitants, 2 milliards d'individus sur le continent avec des besoins socio-fonctionnels qui seront pratiquement inexistants parce que nous n'avons pas préparé réellement les plateaux nécessaires pour recevoir ces individus, parce qu'il va y avoir beaucoup de manque d'eau potable, parce qu'on en a déjà. Il y a une forte population qui vit ce stress hydrique sur le continent africain. Nous avons aussi des manquements en termes d'énergie, parce qu'on ne peut pas parler d'économie sans l'énergie. L'économie, par définition classique, c'est la transformation de l'énergie. Donc, alors vous me recevez? Oui, c'est bon, allez-y, oui. Donc voilà, donc ça va être un monde très difficile que nous allons vivre si nous n'arrivons pas maintenant à créer les conditions nécessaires pour faire asseoir une politique d'habitabilité nécessaire pour pouvoir recevoir cette masse de population qui va venir et de créer les conditions dans tous les secteurs de développement pour que réellement nous pouvons recréer encore l'emploi pour ces générations qui viennent. Mais c'est très inquiétant, hein, ce phénomène est très, très inquiétant. Je pense que beaucoup de gens le savent aujourd'hui et nous sommes devant un véritable déluge si nous pouvons maintenant voir comment on crée les conditions nécessaires pour que nous puissions, ou bien les autres pays puissent aussi limiter cette immigration. Le seul moyen pour nous, les Africains, c'est de pouvoir créer de l'emploi sur le continent. Créer de l'emploi signifie avoir des capacités intellectuelles et cognitives très poussées. Pour cette raison, la notion d'éducation deviendra l'épine dorsale. Repenser l'emploi de demain. Si nous devons nous claquemurer sur la phase éducationnelle que nous vivons aujourd'hui où les matières ne sont pas véritablement adaptées au modèle de gouvernance d'emploi aujourd'hui, il faut repenser l'éducation africaine à travers des transcendances ou une bifurcation tout en tenant compte des déviances d'abord de la technologie, de la disruption. Penser aussi comment peut-être transformer l'entropie, c'est-à-dire le dérèglement climatique, en une opportunité d'emploi pour cette jeunesse à travers des applications d'alerte, tout ce que nous pouvons déployer pour pouvoir faire vivre encore l'emploi. Aussi, devant le déferlement inéluctable de l'emploi que génère l'IA, l'intelligence artificielle, comment nous, en tant qu'Africains, nous puissions encore développer, qu'on arrivera à développer les nouveaux savoirs pour que nous puissions, l'intelligence humaine soit complémentaire à celle
qui aujourd'hui, de façon indéfectible, vient dans les machines, dans les algorithmes, qui sont d'ailleurs meilleurs que nous, puisque Sal Altman, le créateur de ChatGPT, l'a dit que d'ici 2030, l'intelligence artificielle aurait dépassé la capacité cognitive de l'homme. Donc, nous sommes devant un vrai danger. Il faut qu'on y travaille dans ce sens-là pour limiter réellement aussi l'immigration à travers la création d'emplois sur le continent.